Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 21 mai 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire un dual boot entre Windows 10 et CentOS 8. Oui. Alors cette vidéo elle m'a été demandée, c'est pour ça que je vous la fais ici. Et c'est vrai que CentOS, l'installation est un petit peu, on va dire, atypique. C'est comme Fedora, l'outil d'installation peut en dérouter certains, mais finalement il est très simple à utiliser. Et du coup, on va voir ensemble comment faire ce fameux dual boot entre Windows 10 et CentOS 8. Dans cette vidéo, j'utilise une machine virtuelle, c'est plus facile pour l'enregistrement. Et j'ai mis une configuration dans cette machine, on va dire classique, 4 cœurs au niveau du processeur, c'est ce qu'on retrouve quasiment en 2020 aujourd'hui au minimum. 4 Go de mémoire RAM, un disque de 128 Go sur du SSD. Et c'est parti mon kiki, on va démarrer d'abord sur Windows. Pourquoi on va démarrer sur Windows? Parce qu'on va faire de la place sur le disque Windows depuis Windows. On va laisser Windows gérer ses partitions. Ce sera beaucoup plus sécure que de le faire depuis les outils d'installation de Linux qui gèrent certes le NTFS mais pas forcément très bien. Donc là on est sur Windows 10. Et donc, clic droit sur le menu démarrer, gestion du disque, hop là, voilà. Et donc là, on arrive sur mon fameux disque de 128 Go SSD. Donc ça, c'est un partitionnement classique de Windows. Quand j'ai installé pour faire cette vidéo, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai laissé l'install auto. Donc on a toujours les 500 Go de récupération de Windows, les 100 mégas de partition EFI, et puis le disque C qui fait le reste. Donc ici, clic droit sur la partition, réduire le volume. Et donc là, vous allez pouvoir réduire le volume C pour faire de la place. Donc là, vous mettez la quantité d'espace à réduire, c'est en mégas. Donc 120 000 mégas, ça fait 120 gigas. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser 80 gigas sur CentOS, donc 80 000, voilà. Et donc ici, il reste 50 Go pour Windows. On clique sur réduire et pouf, c'est quasi instantané. Voilà, la partition C est réduite et il nous reste environ 80 Go d'espace non alloué. Alors, je ne suis pas fan du dual boot. Je préfère installer moi un système Linux tout seul sur le système. Cependant, vous allez voir, avec l'UEFI, c'est quand même vachement plus simple qu'avant pour faire du dual boot. On se casse beaucoup moins la tête. Et puis bon, c'est vrai que les personnes qui souhaitent tester Linux en dual boot, c'est plus simple que d'avoir un deuxième disque ou de faire une croix complètement sur son Windows. Donc là, on a 80 Go d'espace libre ici, environ. Bon, pour faire une clé bootable de CentOS, je vous montre vite fait. Hop, Internet, Explorer. Donc, on va sur Internet ici. On fait quoi? On va chercher Rufus. Donc Rufus, c'est le logiciel qui permet de faire une clé USB démarrable assez facilement. Donc hop, vous allez sur le site officiel et vous téléchargez la version portable. Ça évite de l'installer. Ici, hop. Voilà, je vais l'enregistrer. Et puis, on va télécharger donc CentOS. Donc on va sur le site CentOS. Bon, là je passe très vite parce que c'est pas super compliqué. Vous allez donc sur CentOS Project, vous pouvez faire Get CentOS Now pour récupérer CentOS. Et là, vous prenez soit le CentOS Linux DVD ISO, donc là, ça va vous récupérer le DVD qui fait, hop, si on va ici, voilà, qui fait 7 Go. Donc si vous souhaitez pas utiliser ça, moi je suis fan des net install, donc des installations par le réseau. Vous pouvez aller ici tout en bas dans le petit ici Alternative Downloads. Et donc là, vous allez récupérer, donc pour CentOS 8, ici, vous allez sur Mirror. Vous en prenez un, le premier, c'est très bien. Et vous arrivez sur le miroir. Et donc là, il y a l'ISO, donc l'image d'installation de 7 Go. Et vous avez le boot ISO. Donc là, moi, je vous conseille de prendre le boot ISO, hop, enregistré. Ça fait que 600 mégas, c'est une toute petite, image qui n'est pas grosse au niveau de la taille. Et donc ça vous permettra de faire une installation par le réseau. Et donc ce sera beaucoup plus rapide ici. Et donc après, une fois que vous avez téléchargé l'image ISO, vous double-cliquez sur le Rufus ici. Donc là, il vous demande si vous voulez choisir les mises à jour, vous mettez non. Et vous prenez votre clé USB, l'ISO, hop, vous faites sélection, vous sélectionnez l'image ISO téléchargée.
Vous laissez toutes les options par défaut, démarrer. S'il vous demande de télécharger des fichiers additionnels, vous lui dites oui. Et votre clé USB, elle est faite. Donc là, je vais annuler. Hop. Et après, une fois que c'est fait, vous redémarrez votre système. Et quand vous arrivez donc sur le BIOS, vous faites échappe, F12, F11, F10, Sup, ça dépend des BIOS, pour pouvoir démarrer sur la clé USB ou le CD que vous avez gravé précédemment. Et c'est là que les choses intéressantes vont commencer. Donc là, je démarre sur le CD. Et donc, au niveau du démarrage de CentOS 8, vous avez Install CentOS 8, ça démarre direct le CD d'installation. Soit vous avez Test This Media et Install. Donc je vais prendre juste cette option-là pour vous montrer ce que c'est. Ça veut dire que, et d'ailleurs c'est le choix par défaut, quand votre clé USB commence à démarrer ou votre CD commence à démarrer, l'utilitaire va vérifier avant toute chose si le média est bon. Donc vous avez vu là, il a vérifié assez rapidement l'intégrité du média d'installation pour être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Et vu que ça s'est fait avec succès, eh bien, il démarre l'outil d'installation et c'est là que les choses intéressantes commencent pour nous. Donc, cet outil d'installation s'appelle Anaconda, c'est exactement le même que chez Red Hat, forcément, et c'est le même que vous retrouvez sur Fedora. Donc là, on va mettre ici la langue français, continuer. Et là, il y a du boulot. Donc, ici, sur CentOS, comparé à Fedora, par défaut, le réseau est désactivé. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans nom du réseau et d'autres, et on va ici activer le réseau. Donc là, si vous avez un serveur DHCP qui vous délivre une adresse IP, une box chez vous, vous êtes dans une entreprise qui délivre des adresses IP, c'est parfait. Si vous voulez mettre une IP fixe sur votre machine, eh bien vous pouvez configurer ici, je vous montre là. Et là, vous avez l'interface de Network Manager traditionnelle, vous allez dans Paramètres IPv4, vous mettez manuel et là vous ajoutez votre IP tranquille, hop, comme si rien n'était. Donc je vais mettre 222, checker les libres. Le masque 24, c'est parfait. 192, 168, 21, 254. Et serveur DNS, vous le mettez. Hein, sinon vous allez avoir des petits soucis de résolution. Non. On fait enregistrer. Et voilà, on a la nouvelle config. Si par hasard, ça peut arriver, l'adresse IP ne se prend pas en compte, vous fermez, vous rouvrez la connexion réseau, la connectivité. Et donc, vous avez l'IP, vous pouvez définir un nom d'hôte ici, appliquer, ok, et donc là, le nom s'applique. Et à partir de là, on a du réseau, et donc la sélection des logiciels peut aller télécharger des métadonnées, tout ce qui va bien. Donc on vérifie juste la localisation, clavier support, c'est bon. Le fuseau horaire, on n'avait pas de réseau, donc il n'a pas pu détecter. On se met sur Paris ici. Et donc là, vous voyez, on a l'heure du réseau, donc le NTP est en action. Sinon, vous pouvez régler manuellement l'heure qu'il est. Donc là, on va laisser l'heure automatique, c'est parfait. Kdump, c'est un mécanisme qui permet de capturer des infos sur le noyau lorsque ça plante. Donc moi je suis pas fan, hein, je l'enlève à chaque fois. Hop, c'est quelques ressources économisées. Politique de sécurité, ça sert strictement à rien d'aller voir ici ce qu'il y a. C'est plus utilisé, on va dire, sur Red Hat. Donc on laisse sur le choix par défaut. Et donc on va aller, avant de sélectionner les logiciels, sur l'installation. Donc là, il nous propose une installation automatique, donc on peut laisser faire, il n'y a pas de problème. Sinon, ce qu'on va faire, on va prendre un truc personnalisé. Donc l'automatique, il va prendre l'espace libre et puis il va faire sa petite cuisine. Moi, j'aime toujours faire le partitionnement personnalisé ici, donc on fait fait. Là, on a notre système Windows, donc NTFS, la partition de récupération, le FI. Là, il y a une partition SDA3, je ne sais pas ce que c'est, on ne l'a pas vu sur Windows. Et puis on a la partition donc de 50 Go qui restait. Donc vous voyez, on aurait pu ici peut-être éventuellement modifier cette partition. Depuis là, moi je suis pas fan de modifier du NTFS. Alors, première chose, avant de faire quoi que ce soit sur les partitions, on dit ce qu'on veut ici, si on veut du partitionnement standard ou du partitionnement LVM. Vous savez que moi je kiffe le LVM, donc on va rester en LVM. Mais si vous voulez faire des partitions standards, vous faites partitionnement standard, et là vous avez vos partitions classiques ici. Donc là on va faire du partitionnement LVM, on compte sur le fait que la partition de Windows, on ne va pas la réduire pour demander un peu plus de place à Linux, hein, on va rester avec une taille fixe, sinon ça va être vraiment le bazar si on réduit NTFS pour ragrandir toute la partie Linux. Donc prévoyez bien dès le départ la taille qui vous va bien. Donc là,
je vais rester sur du LVM. Première chose, la partition EFI, on la monte sur boot EFI. Hop, voilà, mise à jour des paramètres. Bien sûr, on ne formate pas la partition EFI, parce que c'est dedans qu'on a le fichier de démarrage de Windows 10. Donc si on reformate, on va perdre le démarrage de Windows 10. Donc là, on ne reformate pas. Comme ça, il va mettre le petit fichier EFI qui va bien dans cette partition en plus. Et on aura le dual boot qui sera possible directement depuis le EFI. Donc ça, c'est top. Et ensuite, on va créer nos partitions ici. Donc, vu qu'on a choisi LVM, on va faire une petite partition boot là, de 1 giga par exemple, ça suffit largement. Donc, CentOS, ils aiment vraiment bien du XFS. Donc, attention, mettez de l'ext4 si vous préférez. Donc là, boot 1 giga, parfait. Ensuite, on va faire une partition racine à 20 gigas. Hop, ajouter un point de montage. Donc là, vous voyez ici, il me prend du XFS. Moi, je vais mettre de l'ext4, mise à jour des paramètres. Et donc là, il nous a créé notre groupe de volume LVM. Donc là, on va faire modifier. Moi, j'aime bien l'appeler route VG. Hop. Et donc là, la taille, on va lui mettre aussi grand que possible. Yeah. Voilà. Comme ça, il nous prend notre groupe de volume. Il nous prend toute la taille, donc les 57 gigas qui restent. Enfin 57 plus 20 gigas, donc les 70, presque 80 gigas qui étaient dispo. Et donc maintenant, on va pouvoir partitionner comme on veut. Donc là, route LV, hop, mise à jour des paramètres. Donc là, je mets 20 gigas pour la racine. Je mets slash home, je vais mettre 40 gigas. 40 gigas. Donc bien sûr, si vous faites un dual boot, il est fort probable que vous vouliez aller chercher les documents qui sont dans votre Windows ou sur éventuellement une partition séparée, un deuxième disque ou autre. Donc là, je vais mettre une partition en ext4, yep. Et puis, je vais mettre un swap ici. Donc, si vous ne faites pas d'hibernation, vous n'avez pas besoin de mettre autant de swap que de RAM. Ici, moi, je mets toujours une petite partition de swap, même sur mon système. Hein, j'ai du swap ici. Vous voyez, si je vous fais un petit free -m, j'ai 16 Go de RAM, mais je crée toujours une partition de 2 Go en swap. Là, elle est sur le SSD, peu importe. Mais voilà, si jamais tout est rempli plutôt que les applications plantent, c'est bien d'avoir un petit peu de swap. Je crée toujours 2 Go de swap, ça suffit largement. Et donc là, on a terminé. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, il reste 15 Go d'espace libre sur le système, là, tu les prends pas. Non, je les prends pas. Moi, je fais toujours comme ça. Alors, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que sur mon système, même sur mon système, hein, si je vous montre, hein, sudo VGS, regardez, hop, voilà, il me reste, donc j'ai pas alloué tout le contenu de mon LVM, hein, il me reste 175 Go, comme ça, bah, si j'ai envie d'agrandir un petit peu mon home, ma racine, parce que j'ai plus de place, et ben je suis totalement libre d'agrandir le reste de mes partitions sans me préoccuper de la taille physique sur le disque, hein, c'est l'avantage du LVM. Alors bien sûr, si vous avez fait des partitions fixes, prenez toute la place, évidemment. C'est juste parce que moi, je suis toujours dans l'esprit LVM. Donc là, je vais l'appeler swap LV. Celui-là, je vais l'appeler route LV, c'est déjà le cas. Et là, home LV. Hop. Et une fois que c'est fait, on fait fait. Et donc, vous voyez, il y a le petit récap qui va bien, où il nous remet toutes les infos ici. Et donc, on va accepter les modifs. Et donc là, notre partitionnement personnalisé, il est fait. Au niveau de la source d'installation, on va laisser miroir le plus proche, c'est parfait. Et dans la sélection de logiciels, avant de continuer, on choisit ce qu'on veut. Donc, si c'est à côté de Windows 10 que vous souhaitez installer CentOS, c'est probablement pour une utilisation de station de travail. Donc, on choisit station de travail. On a déjà le groupe qui est là, ici. Et donc, on va pouvoir avoir un environnement de bureau sur la distribution Linux. Si vous voulez installer en plus des applications GNOME, vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est assez personnalisable. Donc par défaut, c'est une install de base avec GNOME. Et après, vous pouvez ajouter des clients de sauvegarde si vous le souhaitez, des applications GNOME, applications Internet. Vous pouvez ajouter de la suite bureautique et productivité. Donc, vous voyez, si vous voulez pas de LibreOffice, juste faire de l'Internet, vous cochez rien du tout. Si vous voulez des applis GNOME, vous les prenez. Si vous voulez faire du net, vous faites du net. Si vous voulez des clients de bureau à distance, parce que on est dans un cadre plus professionnel avec CentOS, il va nous installer les utilitaires qui vont bien.
Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de petits trucs. Prise en charge de smart card, si vous êtes dans une société qu'il faut vous enregistrer avec une carte à puce, et ben, il peut prendre ça en compte ici. Voilà, donc vous avez tout ça disponible. Donc là, je vais faire une installation minimale pour que vous voyez ce qu'il y a juste en mode station de travail. Hop, on fait, et une fois que c'est fait, eh bien, on peut commencer l'installation. Et donc là, boum, c'est parti. Il nous crée les partitions qui vont bien, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va installer les paquets. Donc vu que c'est une net install, il va aller chercher les paquets sur le réseau. Donc vous voyez, miroir le plus proche, c'est assez vite. Vous voyez, le giga, il va être pris de manière assez rapide. On va aller voir rapidement, là, voilà, à combien il télécharge. Vous voyez, il télécharge entre 11 et 30 mégaoctets, hop, 30 MO secondes. Donc vous voyez, c'est assez vite, il détecte quand même le bon réseau, le bon miroir qui dépote quand même. Et donc là, le temps que ça s'installe, vous pouvez mettre votre mot de passe route. Hein, donc vous pouvez mettre votre mot de passe route. Hop, voilà, mettre. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, évidemment. Et puis, donc vous n'êtes pas obligé de créer un utilisateur, vous pouvez faire ça. Mais bien sûr, sur une utilisation qui n'est pas serveur, on va plutôt utiliser... Hop, voilà, un utilisateur. On va mettre ici... Faire de cet utilisateur un administrateur, c'est l'accès à sudo, voilà, et vous mettez votre mot de passe. Et là, le petit œil vous permet de voir ce que vous saisissez dans la case, comme d'habitude. Donc là, je vais mettre un mot de passe, hop. Et vous avez quelques options avancées ici pour choisir notamment le répertoire de l'utilisateur, si vous voulez mettre ailleurs que home l'utilisateur, et définir un groupe manuellement et ajouter plusieurs groupes si vous avez envie d'ajouter des groupes supplémentaires. Donc là, on va laisser ce qui est par défaut. Hop. Et donc ici, je vous accélère la vidéo pour aller jusqu'à la fin de l'install et on voit ensemble tranquillement comment ça fonctionne ici. Voilà, donc l'installation de la CentOS est terminée. On clique sur le bouton redémarrer et c'est magie ici. Tout va redémarrer comme il faut. Donc vous voyez ici, par défaut, ça démarre sur CentOS. Et donc le Grub a trouvé bien évidemment le Windows, l'entrée Windows pour pouvoir démarrer sur Windows. Sinon, normalement, quand vous faites échappe sur le BIOS, là, hop, voilà, et que vous allez dans Boot Manager, vous pouvez sélectionner quelle entrée est en premier. Ça veut dire que si vous voulez toujours que Windows démarre en premier, que vous voulez démarrer ponctuellement en CentOS, eh bien, vous faites échappe sur le BIOS et vous démarrez CentOS au besoin, ou inversement, on a plus besoin de s'amuser à aller tripatouiller des boutons et des fichiers de configuration dans le Grub pour essayer de mettre telle ou telle entrée par défaut. Voilà, donc ça c'est quand même vachement pratique. C'est pour ça que le dual boot avec de l'UEFI, on se casse plus la tête avec le gestionnaire d'amorçage de ce côté-là. Voilà. Donc là, une fois que l'install est faite, eh bien on accepte la licence qui est super longue à lire, il est fait. Et donc là, cette fois-ci, on arrive sur CentOS 8 avec donc l'écran de démarrage. Et donc là, on va démarrer l'environnement de bureau. Ah bien sûr, c'est pas le mot de passe de d'habitude, j'ai mis autre chose pour changer ici. Et donc on arrive sur CentOS. Voilà, donc là, hop, ce que je vais faire... Oui. Donc on a le petit écran de bienvenue, français, variante, suivant, passer, quitter, hop, et voilà. Donc là, juste en machine virtuelle, j'ai oublié le petit détail qui tue, mais on n'a pas le fond d'écran. C'est juste que le pilote vidéo, c'est pas le bon que j'ai sélectionné. Voilà, mais à culpa, je recommence. Toc, on va redémarrer et cette fois-ci, on aura le fond d'écran. Il nous faut le bon pilote vidéo. Bon, ceci dit, c'est pas dramatique. Voilà, ça vous voyez, on a en plus le beau écran de démarrage. Ici, c'est top. Donc, hop, on recommence. Tchouk. Et donc là, on arrive enfin sur notre système. Voilà, avec le fond d'écran. Donc bien sûr, quand vous n'êtes pas en machine virtuelle, hein, vous avez la bonne résolution et tout ce qui va bien. Là, je vais mettre une résolution d'écran. Non,
je suis pas plus grand, c'est pas très grave. Il faudrait que j'installe les additions invitées de VirtualBox. Donc on va rester comme ça ici. Donc vous voyez, l'install par défaut, il n'y a pas grand chose, hein. C'est l'installation minimale. Donc on a Firefox, on a GNOME logiciel, donc qui nous permet d'installer des logiciels. Donc là, ce qui est cool avec la NetInstall, c'est que le système il est à jour. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Et on a donc quelque chose de fonctionnel de ce côté-là. Donc si je vous montre ici, hop, détail, donc CentOS Linux 8 avec le GNOME 3.32. Bien sûr, vous pouvez installer ajustement. Voilà, on peut installer des logiciels additionnels comme GNOME Twix, donc GNOME ajustement pour personnaliser un petit peu ici son environnement de bureau. Voilà, ajouter la date, les semaines dans le calendrier. Enfin bref, vous connaissez après peut-être la personnalisation de ce côté-là de l'environnement de bureau. Donc là, je vais faire ça. Après, dans les trucs qui sont intéressants à faire, c'est d'activer, pour avoir quelques logiciels supplémentaires dans les dépôts, vous pouvez activer ici, alors attendez que je le retrouve, donc Extra, il est activé par défaut, vous pouvez activer PowerTools. Donc PowerTools, il y aura pas mal de petites choses, surtout pour les serveurs, mais là vous pouvez installer PowerTools, c'est assez pratique. Et puis, vous pouvez installer aussi le dépôt EPEL, donc Extra Packages for Entreprise Linux, via un petit sudo dnf install EPEL release. Voilà, et donc dans le dépôt EPEL, en fait, vous avez pas mal de logiciels supplémentaires, qu'ils soient graphiques ou pas graphiques d'ailleurs, hein. Voilà. Et donc ça permet de pouvoir installer 2-3 petites bricoles en plus. Si vous avez besoin d'infos sur des choses à installer sur CentOS, des dépôts par exemple, eh bien je vous renvoie vers l'article linuxtricks.fr. Ah oui, j'ai fait un article exprès consacré à CentOS ici, donc dans Fedora CentOS, et là vous avez un truc sur CentOS qui s'appelle alors il est sur CentOS Red Hat, voilà, ajouter des dépôts supplémentaires. Et donc là, vous allez direct à la section CentOS 8. Donc là, l'activation des dépôts extra, bon là c'est activé par défaut maintenant. Activer PowerTools, donc là je vous l'ai fait en ligne de commande, dans la vidéo on l'a fait graphiquement. L'installation d'EPEL, donc ça c'est fait. Vous avez ELRepo que vous pouvez installer aussi via cette commande qui apporte des noyaux, des pilotes. Donc dans ELRepo vous avez 2-3 bricoles, voilà, si vous avez besoin de pilotes bien particuliers qui ne seraient pas supportés dans une install de base sur CentOS. Et après, vous pouvez installer RPM Fusion. Donc si vous avez besoin d'installer par exemple des logiciels graphiques supplémentaires, typiquement vous voulez installer Kdenlive ou autre, vous pouvez passer par les dépôts RPM Fusion. Sinon, vous pouvez bien évidemment en plus, tiens, je devrais le mettre dans la section, du site, hein, mais vous pouvez installer FlatHub, hein, donc les Flatpaks sont disponibles et donc vous pouvez installer ici, hop, Quick Setup, le dépôt FlatHub pour CentOS, et voilà. Donc là, on va installer via GNOME logiciel, ce qui vous permettra d'avoir le support des Flatpaks dans la distribution et donc de pouvoir installer plus d'applications graphiques à votre convenance. Donc là, vous allez pouvoir retrouver plein de trucs assez sympas. Donc en fait, toute la Logitech ici qu'on a chez FlatHub. Hop. Donc je vais aller vous montrer ici. J'y vais pas souvent sur le site Browse Apps, voilà. Donc comme ça vous allez pouvoir avoir des applications aussi bien propriétaires que libres ici, et vous les avez surtout dans les dernières versions. Donc vous voulez installer GIMP, vous voulez installer Steam, vous voulez installer Remina, ouais, Zoom si vous faites de la visio, VLC, donc là vous êtes sûr d'avoir la dernière version de VLC, par exemple Telegram, Kdenlive. Enfin, vous voyez, il y a plein d'applis ici qui sont dispo. Et donc l'ajout du Flatpak est assez sympathique puisque voilà, c'est supporté par défaut. Et après, une fois que les Flatpaks sont installés, vous voyez, vous pouvez installer Kdenlive directement depuis les Flatpaks. Et vous voyez, c'est la dernière version. Donc vous voulez faire un peu de montage vidéo, des choses par-ci par-là, et bien vous avez
des logiciels supplémentaires à votre disposition. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'installation de CentOS 8 en dual boot avec Windows 10 vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!